Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, parallèlement aux crédits de la mission Engagements financiers de l'État, nous examinons ce matin les crédits du compte d'affectation spéciale Participations financières de l'État que je rapporte au nom de la commission des finances. Ce compte constitue l'instrument budgétaire de mise en œuvre de la politique d'actionnariat public, c'est-à-dire les interventions de l'État actionnaire. De manière complémentaire, le programme 732 de ce compte spécial sert de support depuis 2022 à un schéma très artificiel d'isolement comptable mis en place par le gouvernement en lien avec la crise sanitaire. Sur ce point, la Commission proposera encore une fois cette année de mettre fin à ce schéma complexe qui nuit à la lisibilité du budget général en prétendant amortir une dette qui n'est pas isolée financièrement et donc en creusant le déficit. Sur l'autre programme du compte spécial, qui correspond aux interventions publiques en fonds propres, l'actualité récente nous a donné l'occasion de constater une nouvelle fois à quel point la question de l'actionnariat public est un levier déterminant de notre politique industrielle. Le 5 novembre dernier, le ministre de l'économie a annoncé avoir finalisé l'opération d'acquisition par l'Agence des participations de l'État de 80% du capital de la société Alcatel Submarine Networks, ASN. Préalablement intégrée au groupe Nokia, cette société ASN est un acteur de référence dans le secteur de la conception, de la fabrication, de l'installation de câbles sous-marins de télécommunications. Elle réunit à la fois un savoir-faire industriel et puis, évidemment, une usine de production de Calais et un enjeu de souveraineté technologique. C'est cette dimension stratégique qui a motivé l'intervention de l'État comme actionnaire pour un coût de 100 millions d'euros. Cette opération qu'il fallait faire consolide la résilience de notre système de télécommunications. Je vous rappelle en effet que l'infrastructure des câbles sous-marins est devenue incontournable et représente 99% du trafic intercontinental de données. J'en viens maintenant aux crédits proposés pour l'exercice 2025. Premièrement, le projet de loi de finances propose d'ouvrir un montant total de 2,7 milliards d'euros pour les opérations en capital de l'APE. Ces crédits pourront financer, selon l'échéancier retenu, la reprise d'une partie des activités du groupe Atos. Le gouvernement a en effet annoncé en novembre dernier être entré en négociation exclusive avec Atos pour l'acquisition de ces activités de calcul de haute performance. Au regard du caractère stratégique des activités en question, la volonté de l'État de prendre une participation financière semble en tout cas légitime. Deuxièmement, en dehors du périmètre de l'Agence des participations de l'État, le compte d'affectation spéciale sert également de support à l'ensemble des opérations patrimoniales de l'État. Pour l'exercice 2025, le montant total de ces interventions sectorielles atteint 1,8 milliard d'euros. Ces crédits servent en priorité à financer les souscriptions de la Banque publique d'investissement à des fonds d'investissement ou à des fonds de fonds dans le cadre des investissements d'avenir. Pour finir, je tiens à souligner que la situation inédite depuis plus de 40 ans que traverse notre pays du fait de l'absence de budget adopté en début d'exercice n'est pas sans conséquence sur la politique de l'État actionnaire. En effet, le décalage légitime et systématique entre la temporalité budgétaire et la temporalité actionnariale se traduit par le fait que le fonctionnement du compte d'affectation spéciale repose largement sur des reports de crédits. La nécessité de compléter les crédits votés annuellement par le Parlement par les crédits reportés depuis l'exercice précédent est dans ce cas justifiée par l'économie générale du compte qui a pour objet de financer les acquisitions nouvelles par des cessions. Les opportunités d'acquisition ne se présentant pas nécessairement simultanément aux opportunités de cession, le législateur organique a prévu un cadre spécifique pour le report des crédits du compte spécial en l'exonérant des plafonds de droit commun. Pour autant, le gouvernement a eu l'occasion d'indiquer que les reports de crédits depuis l'exercice 2024 vers 2025 ne pourraient avoir lieu que dans le cas où un budget était promulgué d'ici au 15 mars. D'après les estimations que les services du ministère nous ont transmises, ces reports représentent un enjeu de plus de 2 milliards d'euros pour le compte d'affectation spéciale. Cet enjeu rend d'ailleurs d'autant plus nécessaire l'adoption d'un budget pour garantir le fonctionnement régulier de nos instruments de politique industrielle et singulièrement des leviers d'intervention de l'État actionnaire. Je conclus donc en vous rappelant que la Commission a émis, sous réserve de l'adoption de mon amendement, un avis favorable sur l'adoption des crédits du compte pour l'exercice 2025. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues.
Nous examinons ce matin deux missions financières et un certain nombre de comptes spéciaux. Je limiterai mon propos à la mission remboursement et dégrèvement, tant elle est le réceptacle des errements de la politique menée par Emmanuel Macron depuis 7 ans. Une politique pro-business, faite d'aide aux entreprises conséquentes, jamais conditionnée au maintien de l'emploi sur notre territoire. Les résultats, depuis 3 mois, sont désormais confondants. Comme vous le savez, récemment, les groupes Auchan et Michelin ont annoncé des milliers de suppressions de postes, alors que leurs bilans financiers sont positifs et qu'elles ont bénéficié des transferts financiers importants. 55 millions de CIR pour Michelin, 500 millions en CICE pour Auchan entre 2013 et 2018. Que dire de Sanofi, qui a engrangé un bénéfice net en hausse de 8% à 6,7 milliards, qui a annoncé fin 2023 la suppression de 1200 postes dans la recherche et développement, et ce, alors même que Sanofi a perçu un demi-milliard de CIR en 10 ans. Les cas précités relèvent assurément de tout sauf de l'anecdote. Attardons-nous sur le CIR, ce dispositif qui permet de déduire jusqu'à 30% des dépenses en recherche et développement, qui a coûté près de 7,7 milliards en 2024 à l'État. Malgré cette aide, la plus avantageuse des pays de l'OCDE, la part d'investissement dans la recherche en France stagne depuis plusieurs années, autour de 2,3% du PIB, loin derrière l'Allemagne, 3,1%, et le Japon, 3,3%. On peut donc interroger légitimement l'efficience d'un tel dispositif. Mais au-delà de ça, il y a un sujet dont on ne parle jamais. C'est les nombreux détournements d'aides publiques. Et ce n'est pas nouveau. Le 10 octobre 2019, le groupe Michelin annonçait la fermeture de son site de La Roche-sur-Yon, 619 salariés, ainsi que la suppression de 74 emplois dans l'usine de Cholet. Sur ce dernier site, Michelin a utilisé 4,3 millions d'euros du CICE pour financer l'achat de machines. Sur 8 machines achetées, seules 2 sont installées sur le site. Les 6 autres, encore dans leur carton, seront réexpédiées vers d'autres usines à l'étranger, en Espagne, en Roumanie et en Pologne. Devant le tollé produit par cette information, le directeur France de Michelin avait alors déclaré que le groupe rembourserait les 4,3 millions d'euros perçus au titre du CICE avant de finalement se rétracter, arguant que le CICE n'était pas assujetti à des critères spécifiques sur l'emploi, mais était destiné à soutenir les entreprises dans leur politique d'investissement. Et pourtant, ne devrait-on pas considérer que l'aide à l'investissement doit, en permettant aux entreprises de pérenniser ou de développer leurs activités, avoir également comme finalité naturelle de préserver les emplois en France? Ces aides non conditionnées et de plus en plus nombreuses sont la cheville ouvrière de la politique de l'offre menée par le président Macron depuis 7 ans. Désormais, nous disposons d'assez de recul pour faire le bilan économique du macronisme. La politique de l'offre a produit une croissance faible, elle a entraîné une productivité du travail, mais aussi du capital en berne, avec même une productivité globale des facteurs nulle ces dernières années. Cette politique n'a pas non plus permis d'effacer nos déséquilibres commerciaux, ni de faire baisser le taux de pauvreté. Enfin, bien sûr, elle a coûté très très cher, comme les montants en attestent, et s'est traduite par une dérive des comptes publics. Le macronisme économique, c'est 2 points de PIB de perte structurelle de recettes fiscales sans bénéfice pour l'économie française. Les rares défenseurs du macronisme mettent encore sur la table 2 arguments. Le premier, depuis 2017, on a quand même créé 2 millions d'emplois. Selon les dernières données de l'INSEE, le nombre total d'emplois est bien passé de 28,3 millions en 2018 à 30,4 millions en 2023. Mais à bien y regarder, ce n'est pas lié aux politiques mises en œuvre. La démographie en baisse et la reprise de la zone euro jusqu'à la pandémie ont bien aidé à obtenir ces créations. Par ailleurs, la mise sous cloche de l'économie pendant le confinement, puis le développement de l'apprentissage, dont la Cour des comptes vient de pointer le coût exorbitant, ont joué leur rôle. Malgré ces politiques massives de soutien public, les résultats français ne sont pas glorieux en comparaison de nos voisins européens. Entre 2017 et 2023, le taux de chômage hexagonal a baissé de 2,1 points contre 2,5 points dans la zone euro. Et le taux d'activité, malgré une progression importante, reste à la traîne vis-à-vis de ses mêmes voisins. Le rapport Bozio-Wasmer a montré que les 80 milliards d'euros annuels d'allègement de cotisations sociales sur les bas salaires sont très cher payés pour le peu d'emplois qu'ils rapportent. La source de création d'emplois n'est pas là. Le second argument tient à l'attractivité de la France aux yeux des investisseurs étrangers. Nous serions soudainement devenus, grâce à Emmanuel Macron, hyper attractifs. Selon les dernières données de la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, entre 2017 et 2023, le stock d'investissements étrangers entrant en France a progressé de 22%. Les autres pays européens ne sont pas loin.
16% en Italie, 17% en Allemagne, 18% en Autriche. Voire bien meilleur, 28% au Portugal, 34% en Espagne, sans même parler de notre voisin britannique, plus 62%. La France a toujours attiré les investisseurs étrangers et l'ère Macron n'a pas été marquée par des résultats exceptionnels en la matière. Malgré des politiques massives de soutien public, les résultats français ne sont pas glorieux en comparaison de nos voisins européens. Pour conclure, les sommes engagées par l'État sont très importantes eu égard aux résultats économiques qu'elles induisent. En conséquence, le groupe socialiste ne peut avaliser une telle politique et c'est pourquoi il s'abstiendra sur la mission, tout comme il fera sur la mission engagement financier de l'État.